bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui concerne le trophée de l'efficacité hydrique dans le logement. C'est la première édition, donc c'est un trophée qui a été lancé par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville en partenariat avec Groupe Al Amran. Et on est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui pour ce premier webinaire d'information. Donc on va présenter le trophée, les catégories, les règles de participation. On va organiser un deuxième webinaire plus tard dans le mois pour entrer dans le détail de l'évaluation technique. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Sarah faire un mot d'introduction au nom du ministère en charge de ce trophée. Donc, à toi, Sarah, j'arrête le partage, je te donne la main. Bonjour à tous. Je vais faire une brève présentation pour présenter la genèse de ce projet-là, comment est-ce qu'il est né, ses objectifs et tous les cadres stratégiques dans lesquels il s'insère. Et aussi pour plus tard avoir donné aussi l'opportunité aux participants futurs de poser des questions. Le trophée efficacité hydrique à l'échelle mondiale est un trophée. À l'échelle mondiale, en fait, il y a une crise globale de l'eau. 61% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Donc, malgré l'apparente abondance de l'eau sur Terre, la quantité réellement disponible pour l'usage humain est très, très limitée, ce qui justifie l'importance de la rationalisation des usages et de l'économie de l'eau, ainsi que de la mise en place de techniques innovantes pour rationaliser la ressource et sa gestion. 97% de l'eau salée est présente, enfin 97% de l'eau disponible sur la surface de la Terre est une eau salée. 3% seulement sont de l'eau douce et 2% de ces 3%, c'est une eau qui est coincée dans des aires glaciaires, donc dans des icebergs, et seulement 1% est accessible. Donc les 1% d'eau douce accessible vont servir à des usages agricoles, domestiques et industriels. Et on voit que la part d'usage agricole, c'est la plus importante, notamment pour des besoins d'irrigation. La consommation domestique ne comprend que 10%, comme je l'ai dit, de l'utilisation mondiale en eau douce, mais elle est très, très inégalement répartie. Pour se faire une idée, le Canada va utiliser 300 litres par jour par habitant, pendant qu'en Europe, nous serons entre 100 à 200 litres par jour et par habitant, dépendamment des pays. Dans les pays africains, il y a des pays qui vont atteindre jusqu'à moins 30 litres par jour. Pour avoir une idée, la consommation d'eau domestique au Maroc par habitant va varier entre 67 litres par jour, par exemple, dans des régions comme Arachidia, 123 litres par jour à Rabat, et dans la région de Marrakech, on est à 100 litres par jour. Donc là, on est dans une consommation domestique. On voit qu'on est extrêmement inégalitaire dans la consommation, bien qu'on soit dans des territoires qui peuvent subir différents aléas climatiques tels que la sécheresse. Le contexte marocain. Le contexte marocain a une disponibilité hydrique qui en date de 2003 est de 600 mètres cubes par habitant par an. Cette disponibilité hydrique va couvrir différents usages sectoriels. Donc, nous sommes dans une situation de pénurie structurelle tel qu'il a été mentionné dans différents rapports de la Banque mondiale. En fait, le seuil confortable de disponibilité en eau est inférieur à 1700. Le stress hydrique est entre 1000 mètres cubes et 1700 mètres cubes et la pénurie d'eau est à moins 500 mètres cubes. La disponibilité en eau au Maroc, pour avoir une idée, historiquement et les dernières années, est passée de 3500 mètres cubes par personne par an en 1960 à 731 mètres cubes par personne en 2005. Et 645 mètres cubes par personne en 2015, bien en dessous du niveau de pauvreté hydrique de 1000 mètres cubes par personne et par an. Il faut savoir que la dotation hydrique projetée pour 2050 par la Banque mondiale est de 510 mètres cubes par habitant et par an. Donc, on sera dans un seuil de pauvreté hydrique extrême. Le contexte marocain, quels sont les facteurs clés qui renforcent ce risque? En fait, il y a des facteurs naturels, changement climatique,
les baisses des précipitations, la sécheresse, la disponibilité en eau dans les nappes dans la disponibilité des nappes phréatiques et la disponibilité en eau dans ces nappes phréatiques-là, les facteurs humains, donc des facteurs anthropiques qui vont être exacerbés par une croissante démographie, par une extension urbaine extrêmement accrue, la surexploitation des ressources naturelles et la pollution à cause de l'irrigation, des besoins en eau en industrie, de la pollution chimique, biologique ou industrielle, et des facteurs vulnérabilité sociaux existants comme les politiques qui sont menées et les infrastructures mises en place, les coûts de distribution et l'inégalité d'accès. Il faut savoir que la demande en eau au milieu urbain pourrait augmenter en raison des changements socio-économiques rapides en territoire métropolitain. Là, sur le graphe qu'on voit, on voit que dans les plus grandes villes qui risquent de se métropoliser, telles que Casablanca, on voit qu'il y a une augmentation accrue de besoins de consommation en eau. Un chiffre indicatif, le taux de remplissage des barrages au Maroc est de 39,23% contre 31,2% à la même période de l'année passée. Donc la ressource en eau est répartie entre irrigation et eau potable. Le contexte marocain peut être très impacté par le stress hydrique, notamment des perturbations environnementales et des dommages socio-économiques peuvent être causés, notamment à l'échelle des territoires et sur les habitations, selon différents degrés de vulnérabilité. L'économie locale peut être touchée et les chiffres qui sont là sont des chiffres qui ressortent de rapports phares qui ont été donnés par la Banque mondiale, à l'exemple, par exemple, d'une perte estimée en PIB à l'horizon 2050 qui est chiffrée à moins 4,3% et moins 24,7% des exportations agricoles. D'un point de vue sécurité alimentaire, moins 15% sur les rendements des cultures pluviales produites au Maroc en 2050 et une hausse prévue très importante de denrées agroalimentaires. D'un point de vue santé environnement, il est prévu qu'il y ait de plus en plus d'inégalités d'accès à l'eau potable et de risques sanitaires accrus, notamment des maladies. Et puis, effet immédiat, et de nouvelles dynamiques territoriales qui peuvent s'installer, à l'exemple d'une exode rural prévu, donc entre 1,5 et 1,9 million de Marocains potentiellement en déplacement à horizon 2050, notamment dans les zones agricoles pluviales qui vont s'appauvrir justement à cause des manques de précipitations. Dans ce sens que les instructions royales ont été claires à ce sujet-là. Le discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à ce sujet a prévu 4 directives claires, notamment la première qui est très importante, c'est la nécessité de lancer des initiatives et des projets plus ambitieux par le recours aux innovations et technologies nouvelles dans le domaine de l'économie de l'eau et de la réutilisation des eaux usées. Le troisième point il est essentiel de garder à l'esprit que la question de l'eau n'est pas l'affaire exclusive d'une politique sectorielle isolée, mais qu'elle constitue une préoccupation commune à de nombreux secteurs. Il en résulte que les stratégies sectorielles doivent être constamment mises à jour en fonction de la pression exercée sur les ressources en eau, ainsi que sur leur évolution future. Je vais présenter là succinctement le cadre stratégique qui émane justement de cette haute instruction royale. Premièrement, il y a le nouveau modèle de développement. En parallèle, il y a différentes stratégies sectorielles qui sont menées surtout par le secteur de l'eau. Le plan national de l'eau à hauteur de 2020-2050, le plan national de l'assainissement mutualisé, le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et la stratégie nationale de développement durable. À l'échelle du ministère, il y a une nouvelle vision de l'habitat qui a été instaurée par le dialogue national de l'habitat et de l'urbanisme. Et en dernier lieu, dans le cadre du fait de mener des politiques sectorielles et des efforts sectoriels, le ministère de l'Aménagement du territoire national de l'habitat et le ministère de l'Aménagement du territoire national de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville a mis en place la feuille de route pour l'eau et j'aurai l'occasion d'en reparler dans une seconde. Le contexte en eau, comme nous l'avons dit plus tôt,
il y a un besoin de mettre en place des initiatives pour la valorisation de l'eau, la mise en place de leviers d'action multisectoriels pour marquer la rupture avec toutes les formes de gaspillage et le renforcement de la politique volontariste. Donc, on n'est plus dans la réglementation dans la loi, mais dans la politique volontariste et l'impulsion de la sensibilisation. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit la feuille de route pour l'eau qui a été mise en place par le ministère. Cette feuille de route porte différents axes d'intervention. Le premier, c'est la réglementation et la normalisation, l'encadrement technique, le renforcement des capacités et communication et sensibilisation, la mise en place de projets pilotes et la mise en place d'incitations de leviers de financement. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'a été mis en place dans le cadre de l'action 2, de l'axe 2, de consacrer l'édition 2025 du Prêt Habitat à l'intégration de mesures d'efficacité hydrique. Le trophée est mis en place par le ministère en partenariat avec le groupe Al Omran. Ses objectifs sont de valoriser les initiatives existantes en faveur de l'économie de l'eau, encourager le recours des professionnels des solutions innovantes, recueillir et vulnérabiliser toutes les pratiques et utilisées en matière d'économie, contribuer au développement, s'ouvrir à différents acteurs qui, eux, agissent à l'échelle territoriale et qui ne sont pas forcément connus, et sensibiliser les professionnels vis-à-vis de la problématique du stress hydrique. Les critères d'appréciation du trophée sur lesquels seront jugés les candidats, et nous aurons l'occasion à travers le prochain webinaire d'expliquer plus en détail ces critères d'appréciation. Le premier, c'est la pertinence du projet, donc la genèse historique du projet, la qualité du projet, toutes les solutions qui sont préconisées dans le cadre de cette enveloppe du projet, les performances du projet en termes d'économie de l'eau, donc s'il y a des chiffrages de type, les aspects technico-financiers, la faisabilité, l'impact environnemental, les points innovants, les co-bénéfices sociaux et les éléments de valeur supplémentaires s'il y a des certifications, labellisations ou des normes. Le jury sera formé de représentants du ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, des membres de la holding Al-Umran, des représentants du ministère de l'Équipement et de l'Eau, représentants du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le Conseil national de l'Art des architectes et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Les catégories du projet sont scindées en deux. La première catégorie est une catégorie de projets réalisés ou en cours de réalisation. Ceux qui peuvent soumettre sont les maîtres d'ouvrage, les promoteurs immobiliers, les collectifs ou groupements, donc les associations, les coopératives d'habitat par exemple, les professionnels d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'ingénierie. Il faut dire aussi que les synergies sont très, très encouragées entre professionnels. L'intérêt est de proposer des projets intégrant des solutions techniques et organisationnelles pour économiser l'eau dans le bâtiment ou dans l'environnement immédiat, et l'intégration de systèmes efficaces, par exemple des équipements hydroéconomes pour la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées. La deuxième catégorie est un concours d'idées. Le concours d'idées est scindé en deux sous-catégories. La première sous-catégorie est adressée aux professionnels. Donc, les professionnels peuvent soumettre des projets intégrant des idées innovantes. Comme pour la première catégorie, ce sont des professionnels comme les architectes, les urbanistes, les ingénieurs en paysage ou les ingénieurs issus des grandes écoles d'ingénierie marocaines. Et qui peuvent soumettre des projets innovants, intégrer des solutions pour économiser l'eau dès la phase de conception. La deuxième sous-catégorie, c'est une catégorie adressée à des étudiants issus des universités marocaines, des écoles d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie ou de paysage. Eux aussi sont invités à soumettre des projets innovants. Donc l'intérêt, c'est de soumettre un projet et non des solutions industrielles. Par exemple, c'est des projets de logement individuels ou collectifs adoptant des mesures constructives et organisationnelles pour la gestion durable de l'eau au sein du bâtiment ou de son environnement résidentiel immédiat. Voilà, merci. Merci Sarah. Je te redonne la parole, WM. Voilà. Ça marche.
Donc, je repartage. Alors, très bien. Donc, merci Sarah pour le mot d'introduction. C'est très Merci à riche. toi. Ça a couvert pas mal justement de ce que je vais dire dans la suite. Alors, donc, avant de rentrer dans les critères d'éligibilité, je vais vous faire passer une petite capsule vidéo qui avait été organisée, enfin, faite par justement le ministère dans ce sens et qui présente le trophée. Niveau son. Il n'y a pas de son, William. Je sais pas si je vais peut-être la lancer hors PowerPoint. Non. Vous n'entendez toujours pas le son. Non. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on va de toute façon couvrir au niveau des slides après. Ben, peut-être que la vidéo, on la partagerait avec l'enregistrement de façon distincte. William, tu as essayé de sortir du PowerPoint, Ouais, de la partager. Ouais. ouais, je l'ai partagé séparément, mais c'est la même chose. Donc, c'est au niveau du site du ministère qu'on peut renseigner le formulaire de candidature, donc il y a un formulaire d'inscription. Il y a aussi l'envoi du dossier qui peut se faire de façon électronique sur le site mail, enfin l'adresse mail ou par courrier recommandé ou déposé physiquement au ministère. Et la date est limitée au 31 juillet. Alors, je vais de toute façon reprendre tout ça Pardon, dans William, les si je peux slides suivantes. rajouter, en fait, Oui, pour pouvoir visionner cette vidéo, elle est disponible sur la page Facebook du ministère. Donc, l'accès à cette vidéo est sur les réseaux sociaux du ministère. ben, on enverra le lien avec l'enregistrement à tous les participants. Comme ça, ils peuvent la Ok. regarder. Donc, qui peut participer? Donc, on a deux catégories. Donc, il y a les professionnels, comme ce que Sarah disait, les architectes, les ingénieurs, promoteurs, urbanistes et autres. Et un deuxième prix concours d'idées avec aussi la possibilité aux étudiants de soumettre des projets d'innovation. Donc, les deux catégories, c'est un projet réalisé ou en cours qui est ouvert aux professionnels et aux organismes, notamment les associations, mais ça doit être un projet réel, donc soit qui est déjà construit, soit il est en cours de construction. Pour la partie concours d'idées, c'est pas forcément un projet réalisé, mais c'est une idée. Donc là, on peut innover, mais par contre, justement, vu que les critères d'appréciation intègre des aspects, on va dire, de duplicabilité, des aspects d'évaluation technico-économique, réplicabilité et tout. Il faudra rester aussi cohérent dans la proposition. Donc là, il y a deux groupes de participants qui peuvent participer. Ça peut être les professionnels et organismes, mais aussi les étudiants peuvent aussi soumettre des projets dans le concours d'idées. Maintenant, on va dire les trois propositions doivent rester liées à l'efficacité hydrique dans le logement. Ça doit être des solutions qui vont réduire l'utilisation d'eau au niveau de projets logements. Ça peut être des logements individuels, des logements collectifs à différentes échelles. Il y a trois catégories de prix. Donc, il y a des prix monétaires en fonction des catégories et des candidatures. Pour participer, donc là, vous avez le QR code que vous pouvez scanner qui va vous envoyer vers la page qu'on regardait au niveau de la vidéo qui est consacrée au trophée. Vous pouvez y télécharger le règlement, le dossier de candidature et soumettre le formulaire en ligne.
Après, pour le dossier, vous avez le choix. Donc, tout est expliqué au niveau du règlement de consultation, mais aussi au niveau de la page consacrée au trophée. Donc, soit envoyé par mail ou par courrier ou dépôt physique à Rabat avant le 31 juillet. On va organiser un deuxième webinaire pour expliquer les critères de notation pendant le mois de juillet. Donc, pour vous donner un petit peu quelques idées de typologie de solutions, quand on parle d'efficacité hydrique dans le logement, ça peut être des solutions d'équipements sanitaires qui sont économes en eau, de la détection et prévention des fuites d'eau dans le logement, tout ce qui est récupération eau pluviale et recyclage des eaux grises. Sarah parlait d'environnement immédiat aussi de logement, donc on parle aussi de la partie espace vert, d'irrigation et autres solutions. Il y a aussi tout le monitoring des solutions au niveau du suivi, de comptage de la consommation, la gestion de l'eau chaude sanitaire, mais il y a aussi toutes les solutions holistiques qui vont regrouper plusieurs éléments de ça ou des solutions de circularité ou d'autres choses. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu quelques idées d'inspiration par rapport à qu'est-ce qui peut être accepté. Donc, on a pris deux exemples. Donc, l'équipe qui ont participé au Solar Décathlon. Donc, le Solar Décathlon, c'était des petites maisonnettes. Et donc là, par exemple, il y a eu une équipe suisse qui s'appelait Neighborhood, qui avait gagné l'édition 2017, qui a été distinguée dans l'épreuve Water Contest avec une approche intégrée innovante d'efficacité hydrique. Donc, ils ont intégré des toilettes sèches à compost, de la récupération des eaux de cuisine avec, avec du traitement par phytoépuration, donc l'utilisation de plantes pour la filtration et le traitement de l'eau pour la réutiliser soit dans l'arrosage, soit de l'infiltration dans le sol, des toitures végétalisées multifonctionnelles. Il y a une autre équipe, donc avec un projet qui s'appelait Our H2 House, avec un système de monitoring intelligent qui permettait de réduire 50% de la consommation d'eau potable. Donc avec un suivi en temps réel de la consommation, avec différents capteurs qui sont installés au niveau des équipements, qui mesuraient le débit en temps réel, qui comparaient ce débit, et donc qui permettaient aussi de détecter les fuites, avec un affichage interactif et pédagogique et un partage communautaire des données. Donc là, c'est pour, par exemple, répondre à la partie des co-bénéfices sociaux. Donc comment aussi intégrer la communauté ou l'usager dans l'appropriation de ces notions-là d'efficacité hydrique. Là, j'ai donné deux exemples de projets, on va dire, de compétition. Et c'était des projets réalisés par des étudiants. Donc, on peut aussi réfléchir à des solutions comme ça. Après, ça peut être aussi des bâtiments existants, autonomes ou pas, mais qui intègrent des notions d'économie d'eau. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on va organiser une session spécifique pour détailler dans la grille d'évaluation technique. Donc là, pour la session questions-réponses, ce que je vous propose, je ne sais pas si on a des questions au niveau du chat ou des personnes qui veulent ouvrir leur micro et poser leurs questions de vive voix. C'était l'objet de ce premier webinaire, c'est vraiment présenter le trophée de façon, on va dire, macro et vous rediriger vers les différents liens, mais surtout pouvoir répondre aux premières questions qui peuvent apparaître. Par ailleurs, il y a déjà des questions qui ont été envoyées par mail et donc on a constitué une petite foire aux questions. Donc, il y a eu des questions par rapport à tout ce qui est candidature et dossier. Donc, le formulaire doit être joint au dossier. C'est le formulaire en ligne qui est renseigné. Comment soumettre? Donc, on a déjà répondu. Euh, Trois exemplaires des plaquettes A3. On a précisé le A3 au niveau du règlement de consultation pour des sujets de lisibilité. Parce que quand on reçoit, surtout quand on reçoit en papier, après, quand c'est des soumissions électroniques, il n'y a pas de problème, on pourra zoomer. Mais quand on reçoit du papier en A4, des plans de bâtiments ou autres, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas d'anonymisation qui est exigée. Au contraire, on doit avoir une équipe qui est présentée. Euh,
Alors, le code de candidature qui est obtenu quand on renseigne le formulaire en ligne doit être mentionné au niveau de la plaquette et du dossier technique. On peut joindre d'autres documents explicatifs, des vidéos, des rapports et autres. Donc, si vous faites une soumission électronique, vous pouvez bien sûr intégrer tout, tout support que vous jugez utile à l'évaluation de votre projet. Par contre, il faut faire attention par rapport aux tailles qu'ils soient téléchargeables, parce que parfois, si les dossiers sont trop volumineux, ça risque d'être compliqué. Alors, par rapport au profil et catégories de candidature, donc entre catégorie 1 et 2, je pense qu'on a essayé aussi de l'expliquer au niveau de ce webinaire. Catégorie 1, c'est vraiment des projets concrets, physiques, réels, soit qui sont complètement terminés, soit qui sont en cours et qui intègrent déjà des solutions. Donc, on aura des fiches techniques, on aura vraiment des sujets concrets. La catégorie 2, on est plus sur des concepts. On est sur de l'idée, donc on est sur des propositions, des maquettes, des choses comme ça. La participation en équipe est autorisée. Pour la catégorie 1, pour les professionnels, on peut avoir un groupement, il faut désigner qui est le mandataire. Pour la catégorie 2 aussi des étudiants, il faut désigner qui est le mandataire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et d'ailleurs, la mixité au niveau de l'équipe, enfin, d'avoir une pluridisciplinarité est fortement encouragée. Alors, si on a des équipes mixtes entre étudiants et professionnels, ça va dépendre de la catégorie où on veut soumettre. Si on veut soumettre au niveau de la catégorie 1 qui concerne les projets réalisés, il faut que le mandataire soit le professionnel parce que la catégorie 1 est pour les professionnels. Si on est dans le concours d'idées, ça peut être le mandataire peut être étudiant ou professionnel. Les chercheurs peuvent participer en tant que professionnels dans la catégorie 2, donc au niveau du concours d'idées. Pour les documents à fournir, donc tout est détaillé au niveau du règlement du concours. Donc, on doit avoir le formulaire, la déclaration sur l'honneur, une procuration pour désigner le mandataire si on a un groupement. Après, toute la partie du dossier technique aussi. Donc, on a la note d'identification du projet, les 3 exemplaires du travail, le règlement de participation. Si on est étudiant, il faut avoir l'attestation de scolarité ou la copie de la carte et l'autorisation de l'établissement. Parce que quand vous êtes étudiant, vous répondez en représentation d'un établissement d'enseignement, donc il faut avoir une autorisation de l'établissement. Les documents ne sont pas légalisés, à part si on est dans le cadre d'un groupement et donc on désigne un mandataire. Il y avait une question qui disait, est-ce qu'il y a un site défini pour le concours d'idées? Donc non, la réponse est non, parce que pour la catégorie 1 qui concerne les projets réels, bien sûr, on est sur un projet réel, donc on est sur un site, on est sur une conception. Maintenant, si on est dans le concours d'idées, on peut soumettre une idée qui s'intègre dans un logement. Après, si on veut lier notre projet de logement à un emplacement spécifique, on est libre de le choisir. Maintenant, il faut justifier le contexte et expliquer qu'est-ce que ce site m'apporte en termes d'atouts, d'opportunités, de contraintes, et comment est-ce que ma solution répond à ces contraintes. Parce qu'il se peut qu'on propose une solution qui réponde à une problématique liée à un contexte géographique et environnemental, et donc, on peut lier notre proposition d'idée à un site. Mais c'est libre. Enfin, vous pouvez choisir un site, vous pouvez ne pas choisir de site, mais se concentrer sur la solution. Pour les dates, donc, on avait initialement le concours qui se limitait aujourd'hui. Et donc, la date a été repoussée au 31 juillet. Pourquoi je mentionne la date du 30 juin? C'est pour dire qu'il y a déjà eu un report et qu'il est très invraisemblable qu'il y ait un deuxième report. Et donc, il faut se tenir maintenant au nouveau délai qui est le 31 juillet 2025 à minuit. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
vous pouvez soumettre dès maintenant. Il y a déjà des dossiers qui ont commencé à être reçus. Et si vous envoyez avant, on commence aussi à regarder vos dossiers. On ne va pas attendre le 31 juillet pour les ouvrir. Donc, on va commencer à les voir au fur et à mesure. S'il y a besoin de compléments d'information ou des questions, on ne va pas hésiter, même d'ici le 31 juillet, à vous donner l'opportunité de rajouter des compléments de dossier. Et on va aussi, donc comme on a dit, organiser un deuxième webinaire pour expliquer les critères techniques. Si jamais vous avez fait une soumission et que vous voulez apporter des modifications, il sera encore possible. Pour les questions, on s'est dit le 21 juillet pour avoir la chance de pouvoir répondre à toutes les questions. Et surtout, quand on reçoit des questions, on veut vous répondre, mais on veut aussi, par souci d'équité, donner ces réponses-là au grand public. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers ce webinaire. On est en train de répondre à toutes les questions déjà reçues, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi communiquer les réponses à tout le monde. Et donc, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Oui, on Anne, va faire l'annonce. si tu Oui. permets, je vais rajouter juste quelques points Oui. qui n'ont pas été abordés dans la foire aux questions par rapport aux chercheurs, parce qu'il y a eu beaucoup cette question de est-ce que dans quelle catégorie pourraient participer les chercheurs? En fait, les doctorants peuvent participer en tant qu'étudiants, donc avoir l'aval de leurs universités, que ce soit les profs universitaires ou les personnes détenant qui détiennent un doctorat sont des professionnels. Donc, juste pour faire pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, donc les docteurs sont des professionnels, peuvent participer en tant que professionnels et les doctorants peuvent participer en tant qu'étudiants. Il y a eu une deuxième question que je vois juste là, c'est par rapport aux documents qui peuvent appuyer les propositions. Donc, la plaquette A3 est requise. Par contre, s'il y a un besoin d'avoir des plaquettes A0, A1, A2 ou peu importe, euh, vous êtes libre de joindre tous les documents que vous jugez pertinents pour votre proposition. Parce qu'il y a une question dans le chat par rapport à présenter des A0. La plaquette A3 pourrait contenir des détails sur votre méthodologie de travail, la présentation peut-être des membres de l'équipe ou quelque chose du type. J'ai eu il y avait eu des questions sur l'horaire de minuit. Bien sûr, si vous envoyez votre proposition par email, donc ce sera jusqu'au 31 juillet à minuit. Par contre, vous ne pouvez pas déposer au bureau d'ordre du ministère votre dossier à minuit. L'administration ferme à 16h30. Donc, si vous voulez déposer physiquement, vous avez jusqu'au 31 juillet à 16h30 au bureau d'ordre du ministère, au siège. Si le 31 Merci. n'est pas un week-end déjà. Non, ça va, c'est un Non, jeudi. non, ce n'est pas un week-end. Voilà, pour être clair sur ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Esma, j'ai vu que tu levais la main, mais je pense que c'est ça la question, c'est pour le A0, c'est ça? Je ne sais pas si on peut débloquer les micros. Ouais, on peut autoriser les micros, donc s'il y a d'autres questions ou, euh, ou des doutes, on peut ouvrir les questions. Vous pouvez lever la main, on peut ouvrir. Non, pas d'autres questions. Alors, l'enregistrement de ce webinaire va être disponible. Donc, vous allez recevoir un lien pour pouvoir le revoir si besoin. Vous allez aussi recevoir le lien pour la vidéo avec le son. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi le son ne passait pas. Donc, vous recevrez le lien de la page Facebook du ministère avec la vidéo dedans. Et on vous tiendra au courant pour notre prochain webinaire. Bon, là, la date est sur la fiche au 15 juillet, mais la date n'est pas encore arrêtée complètement. Mais ça sera dans ces alentours-là. Et le deuxième webinaire, c'est vraiment de rentrer dans le détail technique des critères d'évaluation. Donc, on va vous présenter en live sur quels critères vous serez évalué, si vous voulez augmenter vos chances encore plus. Euh, on ne sait pas encore si le deuxième, on va l'enregistrer aussi. Le premier, c'est des généralités, donc le deuxième, c'est la partie technique. Mais comme j'ai dit, n'hésitez pas à soumettre, même avant ces dates-là, parce que ça permettrait de commencer à regarder vos propositions, de demander des compléments s'il le faut. Et de toute façon, vous aurez la possibilité de compléter ou de modifier si vous le souhaitez. Voilà, donc là, vous avez le lien vers le site du trophée.
et donc, il reprend le dossier, le formulaire de candidature et tout le reste. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Non. Donc, je peux laisser cette slide peut-être une petite minute, le temps que tout le monde prenne note du lien. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions entre-temps. Et il y a une question dans le chat, s'il vous plaît, est-ce que les documents doivent rester anonymes? Pas du tout. Nous ne sommes Non, pas pas dans du tout. nous ne sommes pas dans une procédure de marché public. Nous n'avons pas besoin d'avoir des plis anonymes ou quelque chose comme ça. Vous pouvez déposer dans une enveloppe fermée sur laquelle vous pouvez mettre, si vous ne voulez pas mentionner votre nom, juste votre code de participation qui vous a été donné lors de votre inscription sur le site. Donc non, vous n'avez pas besoin d'anonymiser vos projets. Oui. Parce que ceux qui vont gagner, ce ne sont pas les projets, mais les équipes. Donc, à un moment ou un autre, on aura besoin de savoir qui porte le projet. D'ailleurs, on a oublié de spécifier mais de toute façon, tout est écrit Il dans faut les mentionner, documents c'est que pour les la. lauréats vont après, il y aura une cérémonie de remise des prix, donc les lauréats vont se présenter, et ils auront l'occasion aussi de présenter leur projet. Oui. Donc, il y aura une shortlist et les équipes qui seront shortlistées vont être un petit peu accompagnées et coachées et auront l'opportunité de pitcher leur projet devant le jury physiquement euh, avant la remise des prix. Et ce que je voulais dire, donc les étudiants ont besoin de l'autorisation des universités et des écoles. Pour la catégorie 1 qui concerne les projets réels, tout le monde peut soumettre un projet, mais vous avez besoin, si ce n'est pas le maître d'ouvrage, vous avez besoin de l'autorisation du maître d'ouvrage. Donc, si c'est un architecte ou un bureau d'études ou une entreprise travaux qui soumet un projet sur lequel bah, cette entité a travaillé, elle a besoin de l'accord du maître d'ouvrage pour pouvoir communiquer sur ce projet-là. Donc, il n'y a pas d'anonymat. Au contraire, les équipes seront récompensées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Bah, je pense on peut arrêter. On peut clore la session, oui. Ah, il y a une De toutes les, question. ma- de toutes les manières, s'il y a encore un besoin de questions, Il y a une question. euh, Les projets devraient être envoyés. Vous voulez dire quoi? Je vais essayer de vous retrouver, de vous autoriser le micro. Oui. Hello. Alors, là, vous avez le micro qui est ouvert, donc vous pouvez activer votre micro. En fait, vous avez les deux. Si j'ai bien compris la question, vous pouvez soumettre de façon électronique ou physique. Donc l'un ou l'autre, pas forcément les deux. Soit vous déposez physiquement votre dossier au niveau du ministère, soit vous l'envoyez par mail. Donc il y a une adresse mail ou où vous par pouvez courrier soumettre. recommandé. Vous pouvez Ou envoyer par. aussi par courrier recommandé. De toutes les manières, ces détails-là figurent dans la vidéo tutoriel de participation dont on vous a parlé et qu'on aura l'occasion aussi de vous envoyer. Et si aussi vous avez des D'accord. questions par rapport, s'il y a des choses Donc, qui ne sont pas encore claires, pardon? on peut directement envoyer d'une manière électronique. Oui. Oui, oui. De toutes les manières, si vous avez, après, je ne sais pas, peut-être après avoir mûri de ces webinaires, vous avez d'autres questions après, ça plus tard, vous pouvez les renvoyer aussi sur l'adresse mail qui est mentionnée sur le site internet et les canaux de diffusion des réseaux sociaux et on va vous répondre jusqu'au 21 juillet. Voilà, au-delà, on ne répondra plus aux questions. Et il serait important aussi de reparticiper au deuxième webinaire qui sera très important pour savoir sur quoi vous serez noté. Donc, dans ce cas-là, on passera les détails administratifs et on parlera plus de détails très techniques sur lesquels vous pouvez être noté et que peut-être que vous aurez l'occasion d'améliorer vos propositions sur la base de ces critères de notation-là.
Voilà, je pense, oui, on a fait le tour. Bah, merci Sarah et merci à toutes les personnes qui étaient présentes et à très bientôt pour le deuxième webinaire technique. Merci beaucoup, Bonne fin WM. de journée. Au revoir. Merci, au revoir.